Bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième épisode du podcast. Aujourd'hui, es-tu game d'en parler de l'impact de nos choix? Je suis Pierre-Marc Langevin et mes invités qui me joindront un petit peu plus tard sont Catherine Jutras, qui s'occupe du projet Opioïdes au MRAR, ainsi que Raphaël Connelly, travailleur de rue, qui était sur le premier épisode. Aujourd'hui, l'impact de nos choix, on parle un peu de les choix de consommation, la réalité dans la rue. C'est quoi ces choses-là? C'est quoi un petit peu les ressources qui nous rejoignent? C'est quelque chose qui est très hood comme épisode. On va vraiment parler de la réalité qu'il y a en ville ici à Amos et un petit peu partout en région. Donc, je vous souhaite une belle écoute. Partagez l'émission, commentez si vous avez des choses et sinon, faites juste l'apprécier. Je vous souhaite un bon épisode. On a ici avec nous Catherine Jutras, qui est agente de projet au projet Opioïdes de MRAR. Bonjour Catherine. Bonjour. Et on a aussi Raphaël Connelly, que vous reconnaissez peut-être parce qu'il était au premier épisode, qui est un travailleur de rue à Amos. Bonjour Raphaël. Salut, ça va? Ça va super bien. Catherine qui était aussi travailleuse de rue à l'époque. Merci d'être venue à l'épisode, premièrement. Ça fait plaisir, merci de l'invitation. Oui. Je veux commencer à parler un peu, dans le fond, je veux connaître un peu plus, c'est quoi le projet Opioïdes, Catherine? C'est quoi juste? En fait, c'est un projet de prévention des surdoses d'opioïdes. Parce que, dans le fond, actuellement, il y a une crise, en fait, depuis plusieurs années. Il y a une crise en lien direct avec la consommation des opioïdes, autant légale qu'illégale. Puis c'est une problématique qu'on voit qui prend de l'expansion, qui a pris de l'expansion, en fait, beaucoup aux États-Unis, qui a monté dans l'ouest du Canada. Et maintenant, on est touché aussi au Québec. Donc, moi, mon rôle est d'agir en prévention de ces surdoses-là qui peuvent arriver en lien avec les opioïdes. Là. OK. Drôle de question qui me vient en tête immédiatement. Vas-y. C'est-tu quelque chose qui est fréquent en Abitibi? C'est-tu quelque chose qui existe mais qu'on voit pas? C'est ça. C'est que c'est hyper sournois, en fait. Là, si on a l'occasion d'en jaser, là, vous allez peut-être plus comprendre là, avec les explications. Mais c'est ça, la consommation d'opioïdes. Oui, en fait, il y en a de prescrits. Les opioïdes, c'est des médicaments qui ont été fabriqués, en fait, pour aider à contrer la douleur. La morphine, entre autres, qui est la plus populaire. C'est ça. Morphine. On entend beaucoup parler du fentanyl. C'est des noms de plus en plus qui sont un peu démonisés, entre guillemets, j'oserais dire. Mais à la base, c'est des médicaments qui ont été créés pour soulager la douleur. Donc, ils ont une utilité à être présent, en fait. Là. C'est juste que c'est un produit, c'est des produits qui viennent agir sur le sur le fait d'être accro. Là, sur les facteurs d'addiction. Là. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est là, quand on fait un mésusage de ces médicaments-là, c'est là que viennent des problématiques. Et c'est que ça devient des grosses problématiques qui peuvent être mortelles. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sous qui ont été donnés pour faire la prévention des surdoses. Quand tu parles de prévention, justement, qui est mortelle, on parle de surdose. Oui. J'imagine qu'ils peuvent laisser des séquelles mentales aussi, puis qu'ils peuvent avoir des impacts à long terme sur la santé de quelqu'un aussi. Oui, c'est sûr. Puis, tu sais, les gens ils développent une tolérance très, très rapidement aussi à ces médicaments-là. Donc, quand on développe une tolérance aussi, vient un peu l'effet de sevrage quand on est en manque. Puis l'effet de sevrage au niveau des opioïdes est très, très douloureux aussi. Donc, la douleur que peut engendrer un sevrage d'opioïdes, ça peut aussi créer d'autres effets dans le sens que les personnes qui sont en sevrage sévère d'opioïdes, ils peuvent se mettre à faire des comportements qu'ils n'auraient pas nécessairement dans la vie parce qu'ils tombent en mode survie. Quelqu'un qui était en grosse douleur, on peut se l'imaginer, là, quelqu'un qui est très, très, très en douleur va dire, donnez-moi n'importe quoi, mais ça doit descendre. Ouais. Donc, ça peut amener de la criminalité, ça peut amener des changements, des changements aussi, c'est ça, dans la façon d'agir des personnes. C'est quand même particulier. Fait que, ce qui est le fun de savoir là-dedans, c'est que souvent, le cliché qu'on parle quand on parle de crise d'opioïdes, c'est les aveuglements. Fait que finalement, la réalité, c'est plus dans la médication qui est partout. Là, c'est une réalité, c'est ça. C'est que ça va au-delà de l'image typique du film Ferrovipate. C'est ça, avec la seringue dans le bras là, ça va au-delà de ça. Puis il n'y a pas de
d'image type de consommateur non plus. Ben non, parce que ta mère pourrait bien aussi bien demain matin recevoir des opioïdes puis tomber accro puis de Exactement. Fait que c'est ça. Fait qu'il n'y a pas de cas typique, mettons. Là. Mm-hmm. Ouais, puis toi, Raphaël, je sais pas pourquoi j'ai un bug de cerveau, j'ai un brain fart aujourd'hui. En travaillant dans les rues, c'est-tu quelque chose que tu rencontres fréquemment aussi? Là, dans oui, il y en a. Puis tu sais, un peu comme Catherine a dit, les personnes que je côtoie qui en consomment, c'est beaucoup des médicaments qu'on voit. Là, c'est la majorité des médicaments, en fait. Là, c'est pratiquement juste ça. Puis ce qui arrive aussi, c'est que oui, il y a la consommation volontaire d'opioïdes. Une personne qui va prendre des médicaments volontairement, dit bon, moi je vais prendre de la morphine, je vais sniffer de la morphine ou peu importe. Mais il y a aussi l'autre côté de la médaille qu'on peut revoir des fois là, certaines batches, que ce soit du speed, de la coke, qui sont contaminés avec des opioïdes aussi. Là. C'est arrivé quand même quelques fois là, en région qu'il y a eu des annonces comme des alertes, faites attention. Ouais, là, puis là, on parle vraiment du fentanyl. Là. C'est ce qui avait été, en tout cas, du moins, ce que je connais faut pas. Moi, je suis pas à l'aise de dire juste fentanyl. Je préfère dire opioïde parce qu'il n'y a pas juste le fentanyl qu'on trouve. Okay. Oui, c'en est un, c'est le plus puissant, mais il y a aussi d'autres là, comme l'oxycodone, le dilodide, peu importe. Là, mais ça arrive quand même qu'il y a des opioïdes dans la drogue, mais le fentanyl, c'est tellement puissant. Tu sais, que c'était juste, mettons, 2 grains de sel, puis ça peut être assez pour faire une overdose. Fait que souvent, quand on va voir des opioïdes, mais ce ne sera pas nécessairement du fentanyl aussi. Parce que le but derrière tout ça, un opioïde, c'est un dépresseur, puis comme le speed, le coke, c'est des stimulants. Fait que là, on est comme, OK, pourquoi que ça serait là-dedans? Pourquoi qu'on mélange ça ensemble, ça fait pas de sens. Mais comme Catherine disait tantôt, le sevrage est très intense, très fort. Fait que ça fait en sorte que justement, une personne qui consomme, si sa drogue est contaminée, si elle veut arrêter de consommer ou si jamais elle n'a plus de drogue, mais son sevrage va être encore plus intense qu'un sevrage de coke ou de speed à la base. Fait que la personne va vouloir s'en racheter aussi. Fait que ça peut être une certaine manière de garder les personnes accros aussi. Là. Puis quand on parle de sevrage, fait que j'imagine que les personnes en sevrage, c'est soit par médication qu'ils sont soignées aussi. Ces médications-là, ou à moins qu'ils le fassent cold turkey, comme on dit en bon anglais. Là. Ben, c'est ça. C'est que dans le fond, chaque personne a son expérience aussi. Là. Fait que oui, une personne peut le vivre à frette, puis ça sera vraiment pas drôle. Mais une personne qui va demander de l'aide médicale, ben oui, elle peut être suivie avec des opioïdes de substitution, là, qu'ils appellent là, comme, la méthadone, par exemple. Mettons, c'est ça. Il y en a d'autres maintenant, là, mais mettons celle qui est plus connue, là, le nom plus connu, ouais. Puis, qu'est-ce qui est intéressant aussi que Raphaël amène, tu sais, le malaise de dire, mettons, exemple, que c'est le fentanyl, mettons, c'est que tout ce qui touche le monde de la rue aussi n'est jamais certain. Tu sais, il n'y a pas d'organisme qui contrôle la qualité, tu sais, comme, mettons, Santé Canada ou, tu sais... Les Hells Angels ne sont pas très forts sur le contrôle qualité, mettons. Ben, en fait, tu sais... C'est encore drôle, là. Tu sais, quand il y a des organisations qui sont implantées, puis ça fait longtemps qu'ils roulent, mettons, Puis je suis loin de faire l'éloge de non, ces gangs-là, c'est pas ce qu'on dit. Mais on le voit comme ça aussi. C'est quand il y a des gangs qui sont implantés depuis un certain temps, puis qu'il y a un roulement, il y a un certain contrôle de qualité. Okay. Parce que le but de ces gens-là, c'est de faire de l'argent. Exact. Ça, c'est à la base, c'est de faire de l'argent. On oublie de dire « Wow, c'est ce qu'il veut, c'est mon bonheur ». C'est pas ça, c'est de l'argent. Mais un mort apporte pas de l'argent. Exact. Fait qu'ils veulent pas nécessairement que les personnes meurent. Ils veulent qu'ils deviennent accros pour qu'ils viennent chercher des sous. Donc, il y a un certain contrôle de qualité. Si ta batch a tué plein de monde, là, tu vas te faire tabasser probablement. Là, tu vas te faire tabasser, puis de toute façon, c'est pas bon pour ta business. C'est ça. Puis ça t'amène... Le micro descend encore. Ça t'amène de l'attention que tu veux pas non plus. Non, si t'es un criminel, s'il y a plein de gens qui meurent, il y a des enquêtes. Oui, exactement. Ça t'amène une attention que tu veux pas nécessairement. Exactement. Fait que quand on dit, tu sais, quand Raphaël dit, moi, je suis pas à l'aise de dire qu'il y a juste du fentanyl, bien, effectivement, c'est qu'il peut y avoir absolument n'importe quoi. On parle d'opioïdes, mais ça peut être complètement autre chose aussi. Puis, ça peut être aussi des formules falsifiées. On parle de fentanyl. Le fentanyl, c'est un produit qui a été inventé pour soulager la douleur. Mais si j'ai pas accès à du fentanyl, mais que j'ai accès à d'autres produits, que j'ai mélangé et fait le même effet que le fentanyl,
je peux aussi utiliser ce mélange-là. Il n'y a pas de. Il y a rien qui me gère en arrière de tout ça. Là. Non, c'est sûr que si déjà tu travailles dans l'ombre, tu vas faire avec les moyens du bord. Puis comme tu l'as dit, je pense que le rôle principal de ces ajouts-là dans toute n'importe quelle sorte de consommation, c'est de ramener le consommateur le plus possible chez vous. Oui, puis de faire de l'argent aussi. Tu coupes ton produit pour en avoir une plus grande quantité et faire plus d'argent. Oui, effectivement. Puis, je vais revenir un peu sur le sevrage. Il y a une affaire que j'ai déjà entendue quand j'étais plus jeune, là, c'est que des gens qui faisaient des consommateurs d'opioïdes depuis plusieurs années, en arrêtant Fred Sackneck, pouvaient décéder. Est-ce que c'est des choses qui sont vraies? C'est juste des mythes, ça? En fait, c'est au niveau des opioïdes, t'en meurs pas. Tu vas souffrir vraiment beaucoup, mais t'en meurs pas. Il y a des produits qui vont... qui peut, quand tu fais un sevrage, qui peut être mortel, puis ça surprend bien des gens. Un des rares produits qui peut être mortel au sevrage, c'est l'alcool. Fait que ça, des fois, ça fait réfléchir aussi au niveau de la pensée de dire ben c'est légal, donc c'est pas dangereux. Ouais. L'alcool fait beaucoup de ravages. Donc l'alcool, quelqu'un qui est... c'est sûr que ça prend une tolérance très, très forte. Là. Quelqu'un qui consomme beaucoup. Là. Quelqu'un qui prend 3 bières par semaine, puis en passe une semaine, là, il ne mourra pas. Là. Mais quelqu'un qui prend des grosses quantités d'alcool à tous les jours, puis qu'il est vraiment accroché à cette substance-là, peut en mourir. Comme le GHB aussi. Les médicaments aussi qu'on appelle benzodiazépines aussi. Fait que c'est ça, il y a certaines catégories comme ça, mais les opioïdes, non. Mais tu vas souffrir beaucoup. c'est drôle de penser que l'alcool, comme tu dis, c'est légalement accepté partout, donc les gens ils font pas ces rapprochements-là. Puis je pense que c'est ce qui fait que c'est quand même une des drogues les plus consommées qui fait beaucoup de ravages au Québec tout court, là. Ouais. Ça c'est terrifiant. Parlant de drogue légale, l'objectif numéro 1 du documentaire, c'est beaucoup de parler de la consommation de cannabis et de ces choses-là. Si on sort un peu des opioïdes. Catherine, tu as été travailleuse de rue pendant combien de temps, Amos? À Amos, 4 ans. 4 ans? Ouais. Toi, tu l'as encore, Raphaël, tu es toujours travailleur de rue. C'est quoi la perspective du cannabis dans les rues, selon vous autres? Comment c'est vu? C'est quoi le rapport avec les gens et le cannabis en ce moment? Ben, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup, justement, l'argument un peu, l'alcool que tu as nommé, là, qui peut être mortel, puis les conséquences que l'alcool peut amener. Ben, ça, l'argument avec le cannabis, c'est que c'est moins pire. Souvent, là, j'entends beaucoup de gens dire ça. Ah, ben, tu sais, je fume du pot, je suis pas magané le lendemain, tu sais, le sevrage est moins intense. Je suis capable de conduire mon char, je suis capable de faire des affaires. Ben, conduire le char, moi, personnellement, les personnes que je côtoie en général n'ont pas nécessairement de voiture. Là. OK, mais, au niveau du cannabis, c'est vu comme une drogue douce. Fait que, c'est un peu banalisé aussi face à tout le reste. Là, si on pense au speed, à la coke, au MDMA, ou peu importe. Là. Fait que il y a une vision. Tout le monde sont contents que ce soit légal parce que ça leur attire moins de troubles. Ils peuvent consommer puis ils ont la paix avec ça. Mais c'est ça. Fait que il y a beaucoup de banalisation, justement, là, que c'est moins grave que les autres drogues. Là. C'est ce que je vois le plus. Là. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, ben ça répond à ma question. Ouais. Puis dans le fond, c'est banal, fait que les gens, est-ce qu'ils sont moins méfiants? Est-ce que ça amène son lot de problèmes ou on parle juste de getaway drugs, que les problèmes vont venir plus tard ou Ben, ça dépend des âges. Là, je côtoie des personnes de tous les âges. Fait que souvent, plus jeune, c'est plus banalisé. Plus vieux, ben, là, ils sont conscients un petit peu plus. Mais quand ils sont jeunes, souvent, c'est un peu comme tu as dit, le getaway drug, c'est le fun, c'est pour les plus récréatifs et tout ça, là, avant que la dépendance s'installe, mettons. Là. Ouais. Fait que c'est ça, je pense, qui est le risque là, pour les nouveaux consommateurs ou les jeunes consommateurs, justement, de dire « Ah, c'est pas grave, c'est légal », puis tout ça. Puis ils sont peut-être pas nécessairement des conscient que tu peux avoir une dépendance au cannabis. Il y a souvent le message je peux arrêter quand je veux. Chez certains jeunes, là, je suis pas accro, c'est pas grave, je peux m'en passer. Là, c'est de voir justement là, au moment que ces personnes-là en manquent. Des fois, là, y a-t-il des comportements qui changent là, à ce moment-là. Sinon, comme je disais, chez les plus vieux sont conscients qu'il y a une dépendance, sont conscients des conséquences, mais il y a quand même le message que c'est moins pire, moins pire que le speed, moins pire que la coke. C'est beaucoup la comparaison entre les drogues qui est utilisée pour favoriser le cannabis, là, si je peux dire. Ouais. Puis tu sais,
maintenant que c'est légal, il y a beaucoup plus de personnes qui en consomment, puis les gens sont moins gênés d'en consommer. On en a parlé un peu en pré-entrevue, en discussion avant l'émission. On parlait de l'introduction des vapoteuses beaucoup dans les écoles, consommation de cannabis. Ouais. Peux-tu me faire un portrait un peu là, pour que les gens comprennent de quoi qu'on parle? Ce qui arrive, c'est qu'avec les vapoteuses, aujourd'hui, là, on a juste à passer en avant d'une école secondaire ou à l'école des adultes. Mais mettons, je vais prendre l'exemple d'une école secondaire parce que le monde sont rassemblés en avant de l'école et ça fume. Ça fume. Puis, si je reprends, mettons, 20 ans plus tôt, il y a 20 ans, le monde est en avant des écoles, fumait cigarette. Mais aujourd'hui, ce qui arrive avec les vapoteuses, c'est qu'on ne sait pas nécessairement ce qu'il y a dedans. Puis ça, c'est une inquiétude qui est quand même... qui a été nommé à quelques reprises aussi, de voir, on ne sait pas ce que les jeunes consomment. Puis on sait aussi que certaines personnes sont capables d'utiliser ces vapoteuses-là pour consommer du cannabis, de l'huile ou en tout cas des dérivés. Mm-hmm. Fait que là, il y a comme une inquiétude qui commence à s'installer. Ça va être un moyen d'utiliser pour consommer sur les terrains scolaires, dans les écoles. Fait que là, est-ce que ça pourrait... C'est encore des hypothèses, des théories puis des inquiétudes. C'est sûr qu'il y a sûrement des jeunes qui consomment justement par ces moyens-là dans les écoles parce que ils se font pas prendre ou ça diminue les risques de se faire prendre. Fait qu'il y a comme une inquiétude que ça devienne comme plus populaire, justement plus utilisé, puis qu'il y a une problématique de consommation dans les écoles à partir de ce moyen-là. Puis ce qu'on discutait aussi, c'est qu'un des problèmes aussi qui vient avec ça, c'est que c'est pas vendu en vente libre. C'est des choses qui sont faites de seconde main. Fait qu'il y a des risques parce qu'on sait pas, c'est-tu compatible, c'est quoi les conséquences de tout ça. Avec les vapoteuses, on a vu là, certains scandales là, avec certains produits qui sont apparus, là, qui fait finalement, ce produit-là était dangereux, là, comme la vitamine E qu'on avait discuté un petit peu plus tôt aujourd'hui. Fait que c'est ça qui arrive, il y a très peu d'études, puis on sait pas les conséquences que ça peut amener sur les poumons, ou en tout cas sur la personne qui l'utilise. Puis vu que c'est pas certifié, c'est pas supposé de consommer comme ça, mais on peut pas savoir c'est quoi les risques. Là. Puis il n'y a pas assez d'études pour dire, regarde, ça, c'est dangereux, ou les risques sont moindres. Puis vu que c'est pas réglementé, SQDC, je pense pas qu'ils vendent des produits comme ça. Fait que ça fait en sorte qu'il y a toujours un risque pour les consommateurs. Oui, c'est toujours ça. Quand ça passe dans les mains de quelqu'un qui connaissait ça, qui découvre, puis il n'y a pas de cette ligne qui a été faite des fois, mais on se découvre avec des belles catastrophes par après. Exactement, parce que tu sais pas ce qui peut arriver. Ouais. On parlait aux États-Unis, c'est quoi? Il y a une catastrophe, c'est qu'il y avait eu plusieurs personnes qui étaient décédées. Oui, il y a des milliers de personnes qui ont été qui sont décédées là, de suite à vapoter avec des produits qui sont pas certifiés ou des vapoteuses qui ont été modifiées. Mm-hmm. Veux pas, c'est un produit qui est chauffé puis qui est inhalé, donc c'est vraiment directement dans les poumons. Fait que de penser qu'il y a un tel type de molécule qui se ramasse dans tes poumons, c'est pas, on est loin de l'oxygène, mettons, là. Fait que c'est ça, fait que comment vont réagir tes poumons? Puis oui, effectivement, ça a créé, il y a eu des morts, puis dans le fond, des personnes qui ont... ils développent des grosses problématiques pulmonaires, finalement, puis il y en a qui ne sont pas nécessairement décédés, mais qui restent avec des grosses séquelles pulmonaires. Scraper tout poumon en fumant ton petit joint tranquille. C'est ça. Dans un monde idéal, tout le monde respirait de l'oxygène à 100%, mais ça, on sait très bien que c'est pas le cas. Fait que de faire attention justement à ces produits-là, qu'on n'est pas conscient des conséquences que ça peut amener. Ça se peut très bien que la personne n'ait pas de conséquences, mais aussi à l'inverse, ça se peut qu'il y en ait. Là. C'est ça, c'est l'infime chance. C'est la petite virgule là, fait une grosse différence quand elle te frappe pour de vrai. Oui, exactement. Quand tu fais partie de l'autre côté, c'est pas grave, mais quand tu rentres dans les problèmes, c'est des problèmes qui sont graves et qui sont lourds. Puis... C'est ça. Je pense que le but, c'est pas de... On veut pas faire peur en disant ces choses-là, c'est juste de se renseigner et d'en être conscient. On joue avec quand même... C'est la santé. Ouais. Donc, quand on a des conséquences, comme tu dis, la virgule est importante, mettons. Là. Fait que c'est ça. Fait que c'est juste de se renseigner comme il faut puis de ne pas banaliser, finalement, les effets. Là. Parce que je me souviens, un mythe qui circulait beaucoup quand j'étais jeune encore, c'est que fumer du pot, c'était moins dangereux pour la santé que fumer des tops. C'est quelque chose que j'entendais beaucoup. J'imagine qu'on doit l'entendre maintenant. Ils vont dire la même chose. Au lieu de fumer mon bat, je vais aller vous la vapoteuse. La vapoteuse, c'est moins de drogue. Pas moins de drogue, là, mais moins de chimique, moins de tout, là, au final. Ouais. C'est un argument qui est utilisé. Il n'y a pas de combustion, il y a moins de produits chimiques, ci puis ça. Mais encore là, on ne sait pas vraiment.
Les études, c'est encore tout récent. Fait que, tu sais, c'est-tu plus risqué? C'est-tu moins risqué? Tu sais, moi, personnellement, j'oserais même pas m'avancer avec ça sur quelqu'un. Tu sais, je pense qu'il y a des risques pour les deux. Mhm. Fait que, tu sais, ça dépend. Puis, tu sais, je pense que c'est différent pour chacun aussi. Là. Tu sais, je connais des personnes qui ont essayé d'arrêter de fumer, qui ont pris la vapoteuse, puis qui se sont mis à avoir des problèmes. Fait qu'ils ont juste commencé à fumer. Puis, tu sais, je fais partie de ces gens-là. C'est du cas par cas. C'est vraiment du cas par cas. Fait que, tu sais, c'est de faire attention, d'être prudent aussi là-dedans. Non, c'est ça. Puis, tu sais, la règle d'or, de toute façon, qu'il faut juste se dire, c'est peu importe ce que tu consommes, il y a toujours des risques. Il y a rien qui donne du plaisir à 100% ben, qui est sain. Même faire de la voiture, si t'en fais trop, là, ça peut il y a des problèmes partout. Oui, mais en même temps, moi, ce que je trouve le plus sournois là-dedans, c'est tout le marketing en arrière. Puis, tu sais, oui, tu sais, les vapoteuses, tout ça, on parle du légal. Même chose pour l'illégal, là. Le but pour les gens qui veulent faire de l'argent, c'est de faire paraître leurs produits comme vraiment attrayants, intéressants. Fait que autant au niveau des vapoteuses, tu sais, je donne un exemple. Tu sais, ça a été inventé pour dire on va donner un moyen pour cesser de fumer ou diminuer de fumer ou continuer à fumer, mais sans nicotine. Sans les impacts négatifs. C'est ça. Fait que, tu sais, ça a été inventé un peu, ça a été un peu ça leur speech. Mais pourquoi ça s'est pas arrêté? Exemple, tu sais, comme... je veux pas faire une promotion d'un produit quelconque, là, mais mettons la Nicorette, là, la gomme, là. Mm-hmm. Ça n'a jamais été un produit wow avec à la mode et tout. Puis, on va chercher ça, c'est comme une forme de médicament, entre guillemets. C'est pour m'aider à arrêter. Il y a un certain design, mais c'est pas si attirant que ça. Puis on mange ça, puis ça va m'aider. Pourquoi la vapoteuse n'a pas resté un instrument pharmaceutique? Moi, c'est ça qui me titille. OK, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ben oui, parce qu'une fois que ça a sorti, c'est même plus juste des gens qui voulaient arrêter de fumer, c'était juste plein de monde qui sont mis à fumer, à consommer. Ouais. Exactement, ça a comme eu l'effet inverse pour certaines personnes de comment fumer une cigarette, c'est dégueulasse. Ça, je le vois. Ah, il y a qui fume, puis là, t'as la personne qui a une vapoteuse dans les mains. Tu sais, puis c'est de voir, tu sais, c'est de voir, tu sais, c'est OK, là, tu fumes. Est-ce que tu as de la nicotine dedans? Oui. Ben, OK, ben, tu sais, une personne ne fumait pas, commence à vapoter, commence à consommer de la nicotine. Donc, tu sais, ça se peut que finalement, le chemin inverse aussi se produise. Tu sais, autant qu'il y avait l'idée comme, ça va aider le monde à arrêter de fumer, mais ça fait qu'il y en a qui commencent aussi. Puis il y a tout un aspect, tu sais, c'est ça, il y a tout l'aspect marketing de OK, on vend un petit case avec des petits bonhommes souris, des petites patentes cool. Moi, je veux le changer. J'en fais les collections. Ouais. Ça fait de la crème, ça fait de la musique, ça fait des lumières. Ça goûte le Red Bull, ça goûte les raisins. C'est ça. Il y a vraiment quelque chose d'accrocheur. Fait que, tu sais, viens pas me dire que ça, c'est un instrument pour cesser d'arrêter de fumer. Il y a un marketing en arrière de ça. Vraiment. Puis c'est beaucoup plus toléré aussi. Là, l'exemple, mettons, de deux personnes qui marchent. Là, tu as une personne qui fume une cigarette. Là, c'est tu sais, arc, tu sais, essaie de pas souffler ta boucane dessus. Tu sais, ça m'écoeure. Puis à l'inverse, au lieu de que ce soit une cigarette, c'est une vapoteuse. Ça me dérange pas, ça sent bon. Mm-hmm. Donc, tu sais, il y a comme l'aspect comme déplaisant de l'odeur de cigarette ou de la boucane de cigarette qui disparaît aussi avec la vapoteuse, qui fait que c'est comme plus toléré ou plus facilitant, mettons, pour un fumeur aussi, là, dans certains moments. Mm-hmm. Donc, il y a cet aspect-là, je pense, qui peut justement amener le monde à faire crème, tu sais, c'est cool finalement. Là, puis d'avoir peut-être envie d'essayer. Tu sais, tu sens une cigarette, t'es un non-fumeur, ça peut être assez écœurant, mais tu sais, t'es comme Colin, ça sent la tarte au sucre, ton affaire. Hey, je veux goûter. Puis tu sais, il y a des magasins complètement dédiés à ça aujourd'hui. Là, je veux pas les nommer pour pas leur faire de mauvaise presse. Là. C'est pas l'objectif. Mais c'est ça, comme tu dis, le côté marketing est hyper développé, puis c'est partout. Juste à Amos, il y en a 2. Il y a 2 magasins qui sont consacrés à ça. Pour un petit marché. C'est quand même fucké. Puis tu sais, c'est ça. Puis tu sais, on parle de ça, c'est un côté légal. Quand on parle de consommation illégale, c'est la même affaire. Tu sais, quand tu regardes, mettons, des speeds avec des petits stamps, là, avec... c'est ça, mettons... Des marques connues, des affaires. Oui, puis qu'est-ce qui est à la mode aussi? On s'entend que il y a plein de gens
qui vont se fier aux dessins qu'ils trouvent sur leur speed, exemple, pour dire « Ah oui, celui-là, il est cool » ou « Celui-là, il fait un bon effet ». Mais on s'entend que ça a été fait dans un laboratoire clandestin, qu'on ne sait vraiment pas ce qui se passe là-dedans. Puis, ce qui fait le dessin, c'est une presse. Ouais. Fait que je peux mettre absolument n'importe quoi. Si ça se tient, c'est blanc ou à peu près, puis que je le presse, je vais avoir le même dessin. Là. C'est ça. Puis, les autres, j'imagine, faites hey, celle-là, c'est vendu en maudit. On recommence. Mais un petit peu de colorant pour qu'elle ait la même couleur, puis la même presse, on la Exactement. ressort, let's go, c'est notre projet numéro 1. C'est ça. Puis là, tu sais, des fois, tu parles avec quelqu'un, puis là, tu dis, là, tel batch en ville, là, c'est la dernière fois, là, il y a 2-3 mois, elle était super. Fait que, tu sais, je vais aller repogner celle-là, mais t'es quand même, c'est pas la même batch, tu sais, il n'y a rien qui est identique. Fait que, tu sais, ça amène justement à la croyance, tu sais, comme tu expliques, il y a un marketing derrière tout ça, qui est comme quand tu vois ce logo-là, ben là, tu as une bonne batch. Ouais. Ce qui, aucunement, tu sais, c'était aucune assurance en réalité, là. Ouais. Il y avait quelque chose que j'avais trouvé intéressant sur Internet. Il y avait des suiveurs de drogue, là, si je peux dire ça, là. Des laboratoires qui analysaient les pilules qui sortaient sur la rue, puis qui faisaient des comptes rendus avec des versions. C'est exemple, je sais pas moi, on va dire la Médiaté, le Speed Médiaté Plus. Ben, la première batch était constituée de tant de mètres, tant des affaires, puis tu étais capable de voir, de suivre l'évolution des drogues. Ça, c'est un outil que j'avais trouvé intéressant là, quand je travaillais. Vraiment? Vraiment intéressant. Puis j'avais déjà vu un tableau un peu là, dans ce style-là. C'était comme de 2004 à 2006, des saisies qui avaient été pris. Ça expliquait chaque produit qu'il y avait dans chaque photo de comprimé comme sur l'affiche. Puis c'est là que tu vois que tabarouette, tu peux en avoir du stock là-dedans. Là. Ah oh, si tu trouves qu'il y a des mots que tu comprends pas, c'est ta canette de Pepsi, attends de checker là-dedans. Il y a des affaires qui sont weird. Hey, moi, j'ai vu le mot le plus long de toute ma vie. Je pense que ça va plus long que anticonstitutionnellement, là, le plus long mot au monde, là. Bon, ben, hey, je vous le dis, là, parce que j'avais fait j'avais appelé à un moment donné au laboratoire de Santé Canada pour avoir justement ces produits-là, savoir qu'est-ce qu'ils avaient trouvé dans les dernières saisies. Puis c'était des saisies du mois passé, là, fait que c'était très, très, très récent. Puis le mot que j'ai vu, j'aurais dû compter le nombre de lettres, mais ça n'a aucun bon sens. Ça avait aucun bon sens. Je ne peux même pas le répéter. Je l'ai imprimé pour faire une animation avec des groupes de gens, puis tout ça. Puis juste l'imprimer, là, il a fallu que je rapetisse la grandeur de l'écriture. Là, ça avait comme aucun bon sens. Fait que je me dis, hey, moi, je suis même pas capable de le prononcer ou le retenir. Fait que de le consommer, c'est quand même particulier, sans le savoir en plus. T'sais. Sans le savoir en plus. Ça, y a-t-il des choses, des services de ce genre-là qui existent à Amos ou en Abitibi? Quand je suis un consommateur, je vais faire vérifier ma drogue, mes choses comme ça. À ma connaissance, non. Il y a déjà eu des bandelettes là, au niveau du fentanyl, mais c'était pas assez fiable. On avait peur de créer un faux sentiment de sécurité. Fait que, pour l'instant, non, il n'y a pas vraiment façon de vérifier. Fait que, on y va vraiment avec des conseils de faire attention quand tu consommes. Prendre des petites doses, essayer de ne pas consommer tout seul. Et du naloxone, qui est l'antidote justement pour les surdoses d'opioïdes. Là. Peux-tu le répéter? Le naloxone. Le naloxone? Naloxone. Ouais. OK. Ça, c'est un médicament. C'est un spray là, que tu mets dans le nez de la personne là, quand elle est en surdose. Là. OK. Fait que c'est ça. Fait que justement, on y va plus avec des conseils parce que il n'y a pas vraiment de façon de savoir qu'est-ce que tu as dans ta drogue. Là. Puis il n'y a pas personne, il n'y a pas un consommateur qui va dire je vais prendre ma dope puis je vais aller l'amener pour l'analyser. Puis je pense que je posais la question parce que j'ai vu dans certains festivals de musique électronique, j'ai vu qu'il y avait des stands qui étaient dédiés à ça. Ça, c'est super pour vrai. Là. C'est vraiment une belle initiative qui aide ça. Puis peut-être qu'un jour, on va avoir un service ou quelque chose là, qui fait en sorte qu'on peut tester ou juste au moins savoir ce qu'il y a dedans les différentes drogues qu'on trouve sur la rue ou pour les personnes puissent avoir une certaine assurance là, aussi. Mais en même temps, même si il y a tout le temps un risque quand même. Même si on peut tester, la personne, même si elle sait qu'il y a des produits dedans qui peuvent être dangereux, en fait, ils sont tous dangereux. Là. Mais même si elle sait, par exemple, on parlait de pied tantôt, si elle sait qu'elle est contaminée, mais il y a de très bonnes chances qu'elle consomme aussi. La personne est dépendante. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pour ça que c'est intéressant aussi, le naloxone, qui est quand même disponible, il me semble que c'est depuis 2017, il me semble que c'est disponible. Puis ça, c'est une trousse qu'on peut aller chercher, que n'importe qui peut aller chercher à la pharmacie gratuitement. C'est, dans le fond, une personne, il ne faut pas se garrocher à aller en chercher si c'est pas nécessaire non plus, là, dans le sens que ça coûte des sous
au gouvernement, là, mais dans le sens que c'est un produit qui est un peu comme un épipène. C'est intéressant à avoir comme épipène, parce que tu peux sauver peut-être la vie de quelqu'un, mais si moi, dans mon entourage, moi, j'ai pas d'allergie, mon entourage non plus, ben je me garocherai pas à acheter un épipène, tu comprends? Mais le naloxone, c'est ça, c'est intéressant quand on connaît des gens qui sont proches de nous qui consomment des opioïdes volontairement ou qui consomment des drogues qui peuvent être contaminées, comme Raphaël disait tantôt, soit le speed ou la cocaïne ou en tout cas d'autres types de drogues de synthèse, mettons, là. Fait que c'est ça, de s'en procurer, c'est un médicament qui va contrer temporairement l'effet des opioïdes. Fait que si, mettons, moi je consomme, je vais prendre l'exemple parce que, mettons, tu es encore plus à risque si tu sais pas que tu consommes des opioïdes, mais mettons que je prends du speed, puis il y aurait, exemple, du fentanyl dedans. Puis moi, je suis pas tolérante au fentanyl et que je consomme mon speed, puis finalement, je réagis et je tombe en surdose. Si je suis accompagnée de quelqu'un, si je suis avec un ami pendant que je consomme, exemple, ben là, la personne, elle peut utiliser ce spray-là. Fait que là, ça se spray dans le nez, finalement. Puis, temporairement, je vais revenir de ma surdose. Fait que ça va tasser, si on veut, là, les molécules qui m'ont nui là, d'opioïdes, ça les tasse de côté. Puis, le naloxone vient prendre la place sur les récepteurs du cerveau. Là, fait que je reviens finalement à moi. Parce qu'une surdose d'opioïdes, qu'est-ce qui arrive? C'est que, pourquoi c'est mortel? C'est que tu peux faire une dépression respiratoire. Okay. Fait que dans le fond, finalement, ton cerveau te dit plus de respirer. Fait qu'il n'y a rien qui bloque dans ton nez ou dans ton œsophage. Il n'y a rien qui bloque, mais ton cerveau te dit plus de respirer. Fait que finalement, ben, tu respires plus et là, le manque d'oxygène fait que tu peux mourir. Fait que en faisant un spray comme ça de naloxone dans le nez, ça vient redire, si on veut, entre guillemets, au cerveau, ben respire. Fait que finalement, je reprends sur moi, puis en attendant... Avant d'envoyer le spray de naloxone, tu appelles le 911, mais c'est ça qu'il faut. Parce que, bon, tu es à terre et tu es en train de mourir. Fait que, OK, on appelle le 911, spray de naloxone, en attendant que les ambulanciers arrivent. Puis ensuite, là, ils vont te prendre en charge parce que si jamais, quand le naloxone ne fait plus effet, tu risques de retomber en surdose si tu étais loin dans ta surdose, finalement. Oui, c'est ça, c'est temporaire, mais tu viens sauver la vie de quelqu'un, là. Exact. Fait que c'est important de connaître ce produit-là aussi. Puis ça fait partie un peu de la trousse de OK, ben si je décide de consommer, si je prends le risque de consommer quand même, même si je suis conscient des risques, ben voici comment faire pour réduire ces risques-là minimalement de mortalité. Ouais. Est-ce qu'il existe encore là, si je parle plus par injection, par exemple, je sais qu'à l'époque, il y avait des trousses des trousses d'injection. C'est-tu des choses qui sont encore distribuées? Des trouches d'injection de naloxone ou les trouches de... En fait, n'importe quel consommateur, je sais plus si c'était une initiative qui existait dans le fond que tu peux aller chercher tu peux aller porter tes aiguilles sales, récupérer des aiguilles propres. Ouais, je vais laisser Raphaël répondre à ça, mais juste parce que là, je t'ai posé la question. Parce qu'avant, il y avait aussi le naloxone était donné en injection. Fait que c'est pour ça que je te pose la question. Okay. Fait que ça existe encore, mais c'est plus tant populaire, entre guillemets. Là, parce que je préfère mettre un spray dans le nez. Exactement. Fait que je pensais que tu me posais la question, mais je vais laisser Raphaël répondre. Non, ben oui. Pour les kits d'injection, oui, les pharmaciens en distribuent aussi. Les reprennent. À l'urgence, ils peuvent en distribuer. Je ne sais pas s'ils les reprennent à l'urgence, par exemple. Là. Mais je pense, en tout cas, je sais que dans les pharmacies, oui, il y a comme des boîtes, là, justement. Là, faites pour ça. Faites pour ça. Puis là, c'est juste, tu ramènes la boîte, puis aussi les kits qu'ils peuvent te donner. Puis aussi moi qui en distribue. OK, t'en distribues toi aussi? Oui, j'en ai dans mon sac à dos, il y en a au bureau aussi. Là, fait que j'ai des kits d'injection que je distribue aussi. Ah, ça, je savais pas, puis je trouve ça intéressant parce que dans une autre vie, j'ai travaillé dans le domaine communautaire, puis je parlais avec des consommateurs qui par injection. Puis ce qu'ils disaient, aller chercher. Ils savaient que ça existait à la pharmacie. Ils trouvaient ça gênant d'aller les récupérer. Oui, ben c'est souvent le message qu'il y a. Puis ce qui arrive, c'est qu'à la pharmacie, en général, il y a du monde.
Ils vont aussi te poser certaines questions parce que, tu sais, comme avec le kit de naloxone, ils ne veulent pas donner ça à n'importe qui. Parce que si tu n'as pas de personne dans ton entourage qui prend des opioïdes, ben, pourquoi qui en donnerait? Ouais. Fait que, tu sais, il y a quand même un petit délai d'attente. Il y a quand même des questions qui sont posées. Fait que ça peut être gênant, aussi un peu intimidant d'y aller. Puis, ces personnes-là, déjà, qui sont pas, ils rentrent pas là fièrement aller chercher leur kit. Fait que c'est ça. Des fois, ça amène un peu de côté, c'était peut-être plus difficile d'y aller, de se présenter sur place pour aller demander ça. Là. Mais normalement, parce que le naloxone, il pose encore des questions. C'est quand même quelque chose qui est récent, puis c'est pas distribué tant que ça at large. Fait que le commis peut être pas trop savoir, fait que poser quelques questions. Les kits d'injection, ça fait quand même, je sais pas en quelle année que ça a commencé, mais ça fait longtemps que c'est distribué normalement. Puis encore là, gros guillemets. Normalement, la personne ne devrait pas te poser de questions. Quand tu vas chercher un kit, la personne te donne le nombre de kits que tu as besoin, sans question, sans mettre de notes à ton dossier, et la personne peut s'en aller. C'est ça, dans le fond, c'est respecter l'anonymat de la personne. Déjà Exactement. qu'elle prenne un bon pas, d'aller chercher des aiguilles propres, de faire attention à elle. On a vu, c'est moins connu ici, là, mais dans la région de Vancouver, où ce que les drogues par injection sont vraiment fortes, il y a même des cliniques d'injection. Même au Québec, là? Oui, au Québec, j'imagine, mais je pense beaucoup à la rue Hastings à Vancouver, que j'ai vu souvent dans ma vie. Là. Mais c'est des belles initiatives qui existent. L'Alberta a banni ça. Il y avait des cliniques qui avaient ouvert, puis là, ils ont fermé, puis maintenant, ils font ça dans des parcs. OK. Au Québec, j'imagine, dans les alentours de Montréal. Est-ce qu'on a Montréal, Québec. En Abitibi, il n'y en a pas actuellement. Ce qu'ils ont ouvert avec la pandémie, la pandémie a amené son lot aussi de problématiques. Je t'en vois les yeux, on va y revenir. Oui. Ils ont ouvert faut que je le nomme comme il faut, là, un site un site de prévention des surdoses temporaire. OK. Ce qui signifie? C'est comme, dans le fond, un site où comme les sites d'injection supervisés, finalement, là, sauf que la personne n'est pas... elle va pas nécessairement s'injecter. Je pense que même injection, ils l'ont changé maintenant. Là, c'est plus site d'injection, mais site de consommation supervisée. Oui. Puis la personne peut aller consommer à cet endroit-là, puis il y a des intervenants présents. Donc, s'il arrive une surdose, la personne, elle peut agir finalement sur le coup. Donc, ça a été mis en place à Val-d'Or, mais c'est temporaire vu la pandémie. Je pense que c'est un projet qui est pilote. Là, on va voir c'est quoi que ça a comme effet, puis voir s'il va y avoir une suite. C'est quand même intéressant de enlever ces... J'aime pas le terme, là, mais les retirer de la rue, de leur donner de la supervision, puis de leur donner un endroit white, puis d'avoir une certaine anonymat, puis d'avoir accès à de l'aide, de même s'ils décident de changer. Oui, finalement, ça vient un peu, comme une des règles qu'on nomme pour réduire les risques de consommer, c'est ne pas consommer seul. Mais il y a plein de gens qui sont seuls dans la vie. Fait que c'est difficile pour eux de dire, moi, à chaque fois que je veux consommer, je suis accompagnée. Fait que ça fait un endroit qui est sécuritaire. Comme exemple... moi et Raphaël, on parlait avec quelqu'un justement récemment qui nous nommait, moi, c'est quelque chose qui m'a sauvé la vie, c'est que j'ai consommé puis j'étais au téléphone avec quelqu'un. Puis la personne, elle me connaît, puis elle a vu comment que j'ai changé suite au fait d'ingérer cette consommation-là. Puis elle a vu qu'elle a compris au téléphone que je faisais une surdose, puis elle a appelé les ambulances, puis cette personne-là est vivante aujourd'hui à cause de ça. Puis c'était à une époque, dans le fond, justement, il n'y avait pas de centre comme ça. Fait que c'est un peu pour permettre à ces gens-là d'avoir cette aide-là directe, mettons. Là. Reste à voir si les gens vont embarquer puis les gens vont suivre. C'est ça qui arrive. C'est qu'en Abitibi, ce qui met le frein aussi, c'est l'anonymat. C'est un petit milieu. Est-ce que les personnes vont l'utiliser? Est-ce qu'ils vont se rendre dans ces milieux-là? Val-d'Or, on sait que c'est déjà une plus grosse ville aussi. Fait que ça risque peut-être de mieux fonctionner. Dans des petits milieux, là, c'est plus difficile. Fait que c'est pour ça qu'encore là, tenter de ne pas consommer seul. Dans des moments où
Nous, c'est notre plus gros point, notre plus gros appui, c'est ça. Puis on se fait dire d'un autre côté, soyez en bulle familiale, soyez isolés chez vous. Fait que ça, on a jonglé avec ça. Ça défait tout notre message, tu sais, fait que c'est de se réinventer, là, mais tu sais, c'est ça, tu sais, d'appeler quelqu'un, tu sais, à cette heure, il y a toutes les faites-vous un petit meeting vidéos. Zoom. C'est ça. C'est niaiseux, mais c'est vrai pareil. Vaut mieux ça? Oui, exactement. Ça évite, là, justement, qu'il arrive de quoi puis que tu sois pogné tout seul. Là. Fait que c'est sûr, c'est pas l'idéal. C'est pas ce qu'il y a de plus tentant nécessairement, mais c'est une belle alternative. Là, comme ça, si jamais il arrive une situation, au moins il y a quelqu'un pour réagir. Donc, meeting Zoom, si les jeunes écoutent, pendant la pandémie, on dit des meetings Zoom, on dit FaceTime. FaceTime. C'est juste au téléphone. Laisse ton téléphone ouvert. Dis à la personne, appelle-moi dans une demi-heure. Si je te réponds pas, fais quelque chose. Ça peut être des choses comme ça aussi. Là. Fait que ne pas consommer seul, s'il vous plaît. C'est ça qui est important. Ouais. Quand tes yeux ont ouvert tantôt de façon générale sur la pandémie, c'est ça que tu parlais justement, c'est l'isolement des gens, ou il y a eu d'autres problèmes qui sont survenus, il y a eu d'autres... Oui, mais en fait, ça a été particulier. Moi, quand, dans le fond, j'ai fait v'là 2 ans, quand j'ai commencé sur le projet opioïde, là, j'avais fait un portrait de la situation locale dans la MRC ici. Là. Je voulais savoir c'est quoi la situation des opioïdes ici. Parce que c'est un projet qui, dans le fond, moi, j'ai pas remplacé quelqu'un. Là. C'était un nouveau projet. Donc, avant d'intervenir, là, je veux savoir de quoi on parle, finalement. Là, ouais. Fait que j'ai fait le portrait. Et là, avec la pandémie aussi, on a soupçonné des changements de comportement dans la consommation des gens en général. Puis, fait que là, on s'est dit, ça serait vraiment intéressant de faire une mise à jour, dis-je, de ce projet-là. Savoir, encore là, de qu'est-ce qui s'est passé, de quoi qu'on parle, comment on agit à l'avenir en prévention. Puis, oui, on a constaté bien des changements. En fait, avec la fermeture des frontières, aussi, c'est que, tu sais, les drogues, ça provient de quelque part, là, les produits de base, là, tu sais, quand on pense, mettons, les opiacés, mettons, qui est le produit naturel mettons, comparativement à un opioïde qui est synthétique, là, mais qui va agir là, sur les mêmes neurotransmetteurs que les opioïdes. Les opiacés, ça vient de la plante le pavot, pas celui-là qu'on retrouve dans nos cuisines, là, n'ayez pas peur, mais c'est un pavot particulier, mettons. Ça vient des pays chauds, souvent le Moyen-Orient, l'Australie. Oui, c'est ça, beaucoup dans le coin de l'Afghanistan, mettons, le pavot. Puis, fait qu'ils vont recueillir la sève du pavot et ça donne la drogue, mettons, l'opium, qu'on entend peut-être plus parler dans les films. Qui est le plus romancé, oui. Oui, c'est ça. Fait qui est un opiacé. Fait que, bref, ça, je donne un exemple comme ça, mais tu sais, même chose pour la cocaïne, là, tu sais, ça vient des feuilles de coca, plus d'un pays, justement, du Sud aussi. Fait que c'est ça, tu sais, faire pousser un plant de coca ici au Québec ou en Abitibi, dans ma cour en arrière, ça doit être un beau défi. Fait que c'est ça, fait que là, avec la fermeture des frontières, mais là, ces produits-là, c'est parce que les personnes qui sont accros à ça, là, ils en ont besoin, là. Tu sais, on peut pas s'imaginer que, tu sais, malheureusement, c'est pas parce que tu es isolé que, plus personne, finalement, a de problématiques. C'est pas ça serait comme miraculeux, mais c'est pas ça. Fait que, dans le fond, ce qui arrive, c'est que les chemins d'approvisionnement ont changé. Les gens se sont débrouillés pour en obtenir autrement. Fait que l'approvisionnement de ces produits-là, un peu plus de base, si on veut, ils ne passaient plus par les mêmes chemins. Fait que, comme je disais, ils ont changé. Fait que, en changeant aussi de direction, il y a eu aussi des changements de produits. Tu sais, si tel produit est plus accessible, OK, mais moi, j'ai une passe pour aller chercher un autre produit, mais par un autre chemin, je vais prendre ce qu'il y a. Là. Fait qu'on s'est ramassé avec des nouveaux produits aussi sur la rue qu'on n'était pas nécessairement habitués. Fait que beaucoup de mélanges. Fait que des choses qui ont été vendues comme étant, mettons exemple, la coke,
est vendue comme étant de la coke, mais finalement, elle est confectionnée autrement parce que j'avais plus accès à ces produits-là. Mm-hmm. Fait que, il y a eu l'apparition aussi du Purple. On n'avait pas ici en Abitibi. Le Purple, théoriquement, je suis bonne avec mes gros guillemets. Ouais, théoriquement, bon. mais on dirait que ça rue, il y a comme jamais rien de pas de certitude, hyper tu l'as dit clair. tantôt. Fait que mes gros guillemets. Fait que théoriquement, ça a été comme confectionné pour être de l'héroïne avec du fentanyl. Fait que 2 opioïdes très forts mis ensemble. Fait que puis c'est vendu comme étant une poudre un peu purple, là, une poudre violet. Encore côté marketing, hein, c'est cute, c'est violet. Puis là il y a eu aussi des appels il y a des flags qui ont été élevés parce qu'il y a eu aussi d'autres poudres avec des belles couleurs là, turquoise puis rose, hein, le côté marketing très fort. Fait que c'est ça. Fait que ça, on en a retrouvé ici. Puis, je dis théoriquement héroïne et fentanyl parce qu'ils en ont trouvé aussi avec d'autres types d'opioïdes là, qui ont des noms longs de même aussi. Là. Ouais, puis tu sais, je sais que j'ai été surpris de voir qu'il y a eu des saisies de drogue qui ont été faites récemment dans la ville d'Amos. Puis il y avait des grosses quantités d'héroïne là-dedans qui ça m'a jeté sur le cul. Ouais, c'est ça. Fait que même chose pour le cristal meth, il n'y en avait pas en Abitibi. En tout cas, tu n'avais en quantité minimum, j'imagine, répandu, mais pas de cristal. C'est arrivé sensiblement en même temps. Ça a coïncidé, en tout cas. Là, C'est ça. OK. Ouais, puis dans le fond, on soupçonne que les chemins ont changé parce que, tu vois, dans le nord de l'Ontario, c'était une problématique qu'il y avait depuis un certain temps, le cristal meth. Puis le Témiscamingue qui est collé sur l'Ontario, ben ça, les travailleurs de rue du Témiscamingue, ils envoyaient aussi du cristal meth. Mais ça passait comme pas, cette ligne-là. C'était vraiment sa ligne de l'Ontario. Puis avec la pandémie, c'est ça, les chemins ont changé, comme on dit. Puis là, on voit que le cristal meth est arrivé. Fait qu'on soupçonne qu'il y a beaucoup d'approvisionnement, mettons, qui va se faire du nord de l'Ontario parce que c'est venu avec le cristal meth, le purple, qui n'était pas nécessairement présent en Abitibi non plus. Non, c'est ça. Puis nous autres, en plus, l'Abitibi était fermée pendant longtemps de tout le chemin qui est facile de passer par le Témiscamingue que par le parc, j'imagine, qui passe de façon subtile. C'est ça. Fait qu'ils vont, ils vont trouver là, des façons. Puis une autre façon aussi qui est grimper en popularité, si on veut, puis, mais c'est pas nouveau, là, ça se faisait vraiment avant, mais c'est par le web. À cette heure, quand tu es avec des cartes de crédit prépayées, tu as un certain anonymat, le dark web, qui est, pour certaines personnes, c'est facile de naviguer là-dessus. Quand tu as de l'argent, tu peux avoir n'importe quoi. Fait qu'à un moment donné, si tu en manques de tes chemins d'approvisionnement que tu es habitué, ben tu vas user d'imagination, puis ton système D va se faire aller. Puis tu vas en avoir autrement. Fait que c'est ça qui arrive. Fait que là, on s'est ramassé avec des médicaments interdits au Canada. C'est ça. Fait que tu sais, de toutes sortes de mélanges, finalement, qui fait que, tu sais, ça a toujours été risqué de consommer dans la vie, comme tu nommais tantôt. Ça a toujours été risqué. Mais là, le risque est comme décuplé actuellement. Parce que, justement, la stabilité, on parlait des gangs tantôt, mais cette stabilité-là n'est plus, ou n'est pas, en tout cas temporairement. Donc c'est là que la fiabilité est loin de ce monde-là. Étrangement, on a hâte de retrouver notre bonne vieille drogue, c'est ce que j'entends. Non, je veux pas... je veux pas vous embarquer là-dedans, ça. Mais tu sais, dans le fond, ce que je comprends, c'est que ça a amené des affaires plus néfastes. De retrouver une certaine stabilité, ça fera pas de tort aux consommateurs. Tu sais, on compare, mettons, tu dis c'est plus néfaste. Tu sais, exemple, je sais que c'est dramatique, là, puis je veux pas dramatiser, mais je trouve qu'une l'image est forte, dans le sens que si on joue à roulette russe ensemble, là, le risque est là. Si je mets 2 balles dans le barillet, oui, le risque est plus là, mais il reste une balle pareille tout le temps. C'est ça, la première balle était risquée aussi, là, fait que c'est ça, c'est ça. Ouais, en fait, moi, je vais juste faire du pouce un peu ce que tu disais, mais changer de sujet, c'est aussi la pandémie, comme dans le constat là, que tu as ramené sur le portrait de la MRC, c'est qu'on a vu aussi qu'il y avait une hausse de consommation au niveau cannabis-alcool. OK.
Ça a eu cet impact-là. Tout le monde était plus l'alcool, seul, ça a été publicisé en masse. Là. Je pense que tout le monde est au courant que les gens ont consommé beaucoup plus d'alcool pendant la pandémie, mais le cannabis, j'étais pas au courant. Cannabis aussi. En même temps, je me dis, c'est logique. Un consommateur d'alcool a augmenté sa consommation d'alcool. Un consommateur de cannabis a augmenté sa consommation de cannabis. Faut pas généraliser, faut pas dire que tout le monde s'est mis à consommer plus. On a vu aussi une hausse là, de la consommation. Fait que je trouve ça cool qu'on puisse en parler justement dans les podcasts avec le documentaire, avec ça, puis de conscientiser un peu le monde aussi là, face à ça. Parce que je me dis, si le monde consomme plus, il y a eu peut-être des personnes qui ont commencé à essayer aussi de consommer. Des personnes qui ne consommaient pas normalement, qui sont en crime, mais là, on va faire des essais. En fin de semaine, je vais essayer de fumer un joint. Je pognais chez nous anyway. C'est ça. Fait que, il y a quand même un risque aussi là, au niveau de la personne ne connaît pas ça, ne connaît pas sa tolérance. Fait que c'est bien de pouvoir sensibiliser aussi face à la situation. Là. Fait que la pandémie, ça fait fort. T'sais. Puis, qu'est-ce qui est un petit peu troublant aussi, que on lève un flag, c'est pas l'hécatombe, là, mais on lève quand même un flag. Moi, ce qui m'inquiète un peu aussi, c'est la santé mentale des jeunes. Okay. Les jeunes qui ont été, comme tout le monde, isolés, mais quand t'es ado, oui, ta famille, là, mais c'est beaucoup les amis. Oui, la famille, c'est les dernières personnes que tu veux voir quand t'es un ado d'habitude. Oui, c'est ça, comme tout un monde qui se développe là, en dehors de ton réseau familial, mettons. Puis que là, t'es comme un peu pogné, puis c'est pas volontaire non plus, fait que c'est difficile. Puis la santé mentale des jeunes, c'est ça, il y en a qui ont rushé, là, beaucoup. Là. Puis les facteurs de protection aussi au niveau de la consommation. Si tu veux moins être tenté de consommer, ben c'est quoi qu'on dit? Diversifie tes sources de loisirs. Calvin, c'est difficile dans la pandémie de faire ça. Je suis passé à travers la bibliothèque de papa, j'ai passé à travers tous les jeux vidéo que j'avais, j'ai plus de musique à découvrir. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Tu peux plus vraiment, t'es limité dans le sport. À un moment donné, c'était le jogging vélo. Puis encore là, l'hiver, c'est moins évident. De voir justement toutes les autres opportunités qu'il y a en temps normal, la majorité n'est plus là, puis c'est pas parce que tu veux pas, là. C'est parce que tu peux pas présentement. Fait que c'est ça qui est quand même difficile, en plus que tu es hyper isolé. Fait que c'est ça, moi, ce qui m'inquiète, c'est que si des jeunes ont comme OK, là, moi, je suis plus capable, là, je veux essayer quelque chose, là, tu sais, fait qu'un peu... Cherche un rush. Ouais, je cherche comme OK, j'ai un attrait, là, je veux une expérience, je veux vivre quelque chose. Fait que ces jeunes-là qui n'étaient pas nécessairement sensibilisés non plus à la consommation parce qu'avant, ils n'étaient pas attirés vers ça. Fait que peut-être les messages de prévention du avant-pandémie, ils les ont pas retenus là, au niveau des risques de consommer. Puis de tenter une consommation quelconque, ces temps-ci, comme on disait, c'est plus risqué. Fait que si c'est plus risqué, puis tu mets pas en place les moyens d'éviter ces risques-là, c'est ça, moi, qui me fait peur. J'ai peur que certaines personnes se lancent là-dedans. Si c'est quelqu'un qui n'est pas entouré... souvent, il y a des consommateurs qui commencent, qui ont des expérimenteurs aguerris avec eux. Qui leur expliquent comment ça fonctionne, puis tout ça. Fais pas ça, fais ça. C'est ça, puis ils foncent la tête baissée là-dedans, puis ils comprennent pas trop. Exactement. Ouais. C'est comme le cristal meth. Il y a des affaires subtiles. Là. Les consommateurs, mettons un consommateur de potes, mettons, va souvent garder sa puff longtemps, mettons. Ouais. Consommateur de cristal meth, c'est à l'opposé. Il faut pas garder ça parce que ça va la boucane, ou en tout cas, je ne suis pas expérimentée, là, mais la boucane, il y a quelque chose qui va cristalliser sur tes poumons. Si tu gardes ta puff longtemps, tu sais. Fait que, mais il faut savoir. Si toi, tu es habitué de fumer un joint, garder ta puff, puis là. Plus ça tousse, plus c'est bon. Ben, c'est ça, tu sais, c'est comme, bon, l'adage. Ouais. Mais, entendu ça quelque part. Ouais, c'est ça. Mais, fait que c'est ça, fait que si tu es avec des gens qui sont expérimentés, qui ont déjà consommé ça, ben encore là, l'effet de groupe, oui, peut être négatif, mais peut être vraiment positif de dire, OK, on va faire ça comme du monde. Là, oui. Fait que le fait de le faire comme ça, tout seul, d'expérimenter comme ça. Ouais, puis c'est rare, c'est le pusher qui va t'expliquer comment le consommer aussi. Exactement, c'est ça. Lui, puis tu sais, ce qui arrive aussi, là, comme tu as nommé pusher, mais justement, ici à Moss, il n'y a pas de SQDC. Fait que souvent, on va dire, à la SQDC, c'est plus sécuritaire, c'est contrôlé, tu sais le pourcentage de THC qu'il y a dedans. Là, ici à Moss, il n'y en a pas. Fait que, des fois, il y a certaines personnes qui ont pas moyen de se déplacer à l'extérieur.
qui ont peut-être pas, le moyen nécessairement de le commander. Mhm. Ou encore là, si c'est une personne qui a moins de 18 ans, ben là, Pas le choix, c'est ouais. impossible. Fait que là, tu sais, il y a encore, tu sais, c'est encore très présent le monde qui se tourne vers ce qui est sur la rue aussi. Là. Ouais, j'ai été surpris de voir ça. Justement, je reviens aux arrestations que j'ai vues, puis les quantités de cannabis qu'il y avait. Puis dans ma tête, il n'y a pas de pensée magique, mais je pensais qu'il y avait une plus grosse réduction du marché noir du cannabis. Puis finalement, j'entends que c'est encore hyper présent sur la rue. Ouais. Puis, tu sais, des fois, il y a des gens qui trouvent ça drôle, là, mais, tu sais, mettons des consommateurs aussi, des bons consommateurs, là, ils ont aussi d'autres valeurs qui priment, là. Puis moi, j'ai entendu plusieurs consommateurs qui disaient, exemple, tu sais, la SQDC, t'achètes une petite cocotte, c'est vendu dans un gros pot de plastique. Ouais. Tu sais, au niveau de On est loin du zéro déchet. le zéro déchet, c'est ça. Il y a comme une confrontation aussi à ce niveau-là. Puis il y a des gens qui vont choisir d'aller au noir juste pour ça, tu sais. Puis parce que c'est en vrac, tu sais. Mais c'est ça, tu sais. Fait que là, tu sais... ouais, puis j'ai entendu ça. C'est vrai que je l'ai entendu beaucoup, là, le suremballage. Puis ils essaient de le rendre sécuritaire. Mais... le suremballage, les limites qui sont amenées aussi, tu sais, il y a des limites. Mettons, tu penses que c'est 30 grammes de la shot, mais tu sais, le monde dit, tu sais, c'est con, je peux rentrer, sortir, puis rentrer, puis là, c'est correct, mais je peux pas tout prendre en même temps. Ouais. Fait que tu sais, il y a plein de trucs comme ça qui font en sorte que, tu sais, aussi, le monde sont moins enclins à y aller. Puis tu sais, il y a aussi les habitudes, tu sais, t'es habitué d'utiliser d'aller voir telle personne tout le temps. Fait que là, tu sais, c'est dans ta routine, tu sais, pourquoi changer ça finalement? Là? Mais c'est ça qui est drôle parce que je parle de ce qu'on a entendu. Puis souvent, les gens, ce qu'ils reprochaient des consommateurs, ce qu'ils cherchaient, c'est de la variété. Mm-hmm. Là, ils s'en font offrir plein. Puis là, ils préfèrent retourner quand même aux sources locales, les fermiers cachés. Là. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, tout est nouveau. C'est sûr qu'il va y avoir de l'adaptation aussi. Puis effectivement, c'est quand même un moyen intéressant de savoir qu'est-ce que tu consommes. Parce que la SQDC, elle, il y en a un laboratoire qui teste la qualité des produits. Fait que ça, oui, ça peut être intéressant aussi. Puis de choisir, d'avoir le choix aussi d'aller vers un tel produit versus un autre. Tu sais, exemple, moi, je veux de quoi qui est plus médicinal, qui va plus me relaxer versus quelqu'un qui veut vivre un autre type d'expérience, ben il y a aussi des conseillers, tu sais. Ouais. Fait que, même sur le site Internet, c'est quand même assez décrit. Tu as des tables pour t'aider à rechercher. Oui, exactement. Puis, tu as le pourcentage de THC, tu as le pourcentage de CBD. Fait que tu sais, c'est vraiment ce que tu prends, tandis que sur la rue, tu sais, la personne ne sait pas comment de pourcentage de THC dans son pot. Ou, non, zéro. Il va te parler de son expérience personnelle qu'il a eue en le fumant, puis c'est tout. Là. Ouais. Puis, je suis curieux de savoir, toi, tu l'as peut-être moins connu parce que justement, je pose la question pareil. Oui, vas-y. Il y a le pourcentage à peu près, est-ce qu'il y a beaucoup de consommateurs, déjà, comme tu dis, les vieux de la vieille qui ont transféré? Ben, tout le monde, en fait, là. J'essaie d'être plus clair, c'est ça que je comprends? Ouais. Est-ce que beaucoup de monde ont migré vers la SQDC qui consommait déjà ou c'est encore vraiment encore sur il y en a beaucoup, tu sais, le pourcentage, ça, je pourrais pas dire, c'est du cas par cas, mais il y en a, tu sais, oui, tu sais, ça fonctionne. Tu sais, ça a fonctionné. Puis, tu sais, je pense que les personnes, c'est tout à leur avantage aussi d'y aller parce qu'il y a pas mal moins de troubles. Tu sais, si tu te fais arrêter avec ton reçu, t'es correct. Tu sais, tout est... Fait que c'est beaucoup moins... il y a beaucoup moins de conséquences, en fait, là, de face à consommer. Tu sais, s'il y a, mettons, une personne qui a une job, ci, puis ça, puis là, tu te fais arrêter, puis là, Colin, tu es allé chercher du pot de sa rue, face à l'heure, tu es allé à la SQDC. C'est juste là, pour les conséquences que ça peut amener. Même pour le transport, il faut que ça soit dans un pot identifié. Oui, un pot identifié, qu'on essaie de garder le reçu et tout ça. Fait que, ça, justement, là, ça l'a amené beaucoup de monde à aller vers ça. Puis, tu sais, je pense qu'ils ont tout à gagner, justement, comme je viens de dire, parce que tu diminues énormément le risque de conséquences. Là. Tout ce qui est au niveau légal aussi. Là. Mm-hmm. C'est intéressant. c'est tous des impacts qui sont nouveaux, puis c'est des choses qui sont amenées à modifier. L'émission achève tranquillement, pas vite. Déjà, hein, ça fait déjà 1 heure qu'on se parle. J'aimerais ça qu'on fasse un petit résumé de ce qu'on a dit, ce qu'on a appris aujourd'hui. On a parlé beaucoup des opioïdes. Consommez pas tout seul.
Consommez pas tout seul. Réduisez votre consommation aussi. Vous changez de batch, justement. Vous avez acheté un produit, une nouvelle batch de speed ou je sais pas trop. Ben, testez-les avant. Là, gobe pas ça comme si c'était un autre que tu es habitué. Là, on le sait jamais. Aussi, attendez l'effet aussi. Il y a des personnes qui vont dire j'en prends, peu importe la quantité, là, je prends ma quantité habituelle, puis ça fait rien, j'en reprends, puis j'en reprends, puis j'en reprends. Quand ça va péter, ça va péter. Fait que ça aussi, ayez accès à du naloxone. Puis le naloxone aussi, l'important, c'est va pas le chercher puis mets-le en dessous de ton évier, là, dans le sens que si toi, tu es en surdose, c'est pas toi qui vas t'administrer le naloxone. Fait que montrez-le à quelqu'un avec qui vous consommez habituellement, puis regardez les instructions aussi. Faites-vous un plan. T'sais, si vous êtes sujet à faire des overdoses, faites-vous un plan de match aussi. Si jamais je fais une overdose, qu'est-ce qui se passe? Qui qu'on appelle? Qu'est-ce que... Bon. Fait que ça, c'est super important. Raphaël, Catherine. Pas mal complet. Hein? Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Puis nous, on se revoit pour un prochain épisode bientôt. J'aimerais ça vous dire de quoi qu'on parle. On va le découvrir ensemble au prochain épisode. Salut!